messieurs, bonjour et heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce nouveau journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui un émissaire du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints. Et 8 millions d'électeurs maliens sont appelés aux urnes ce dimanche. Rebonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel un émissaire du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien de lieux saints, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Eh bien, porteur d'un message écrit, l'émissaire du roi Salman, qui n'est autre que le ministre saoudien délégué aux affaires africaines, Ahmed Ben Abdelaziz, et a tout d'abord transmis au président Guelleh les salutations et messages d'amitié et de fraternité qui lui ont été adressés par le gardien des deux lieux saints. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et les développer davantage, ont ensuite été abordés au cours de cette rencontre. Les développements intervenus dans la sous-région, notamment le rôle du royaume frère et ami saoudien de la nouvelle donne géopolitique régionale, a également été abordé dans cette entrevue. L'audience servit enfin d'opportunité au rapprochement de vue qui est à même d'insuffler la nation sœur et amie d'Arabie Saoudite dans certains différents de notre pays avec d'autres États, notamment les Émirats Arabes Unis. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssef, a pris part à cette rencontre. Et dans une déclaration faite à l'issue de son entretien avec le président de la République, le ministre délégué saoudien chargé des affaires africaines, Ahmed Al-Attan, a souligné qu'il a abordé avec le chef de l'État les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, frères et amis, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et les développer davantage. Écoutons cette fois un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne. Visite du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite intervient à un moment très important dans les relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Le ministre délégué Ahmed Rattan a été porteur d'un message de Sa Majesté le roi Khadim al-Haramain al-Sharifain, Malik Salman, et ce message était d'abord un message de fraternité, un message de, je dirais, de disponibilité de l'Arabie Saoudite à continuer à renforcer les relations bilatérales entre l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Il faut également savoir que l'Arabie Saoudite joue un rôle important dans ce qui se passe en ce moment dans notre région. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui l'Éthiopie et l'Érythrée ont pu résoudre leurs problèmes. L'Arabie Saoudite n'a pas été très éloignée de ces initiatives et de ce qui se passe en ce moment. L'Arabie Saoudite également souhaiterait que les relations entre Djibouti et les pays de la région, et ceux également du Golfe, soient les meilleurs possibles, notamment entre Djibouti et les Émirats Arabes Unis. Je crois que le président de la République a été très clair dans sa réponse. Il a souhaité que l'Arabie Saoudite puisse jouer un rôle central dans la résolution de ces crises qui opposent Djibouti à ces pays-là. Je crois que l'avenir certainement portera de bonnes nouvelles dans ce sens-là, puisque connaissant l'importance de ce pays, nous pensons que l'Arabie Saoudite peut arriver, n'est-ce pas, à faire des propositions concrètes qui permettent de nous sortir un peu de toutes ces crises que nous vivons ici dans la région. Et au-delà, je crois que c'est de bon augure. On ne peut que se féliciter de cette visite qui intervient à point nommé. Et je vous amène au Rwanda, où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahadan, a participé à la 24e réunion ordinaire des organes politiques de la force en attente de l'Afrique de l'Est qui se tient à Kigali. Dans sa mission, le ministre était accompagné d'une importante délégation composée du général Ousmane Soubaglé, chef d'état-major de la Défense, de M. El-Tere Ibrahim Farah, conseiller technique du ministre, et du lieutenant-colonel Ali Nuhu Abdul, officier supérieur des forces aériennes djiboutiennes. L'adoption du rapport de la réunion des chefs d'état-major faisait partie des points discutés lors de cette réunion. À la fin de la séance, les ministres de la Défense et de la Sécurité ont signé le rapport final.
Également de l'actualité, retour à Djibouti où le centre de formation de la Chambre de commerce de Djibouti a abrité ce matin la clôture d'une formation en statistique et traitement de données. Eh bien, cet atelier d'une journée a réuni des hauts cadres du secteur privé et public et a été animé par un expert international, en l'occurrence Ahmed Debi. De son côté, le formateur a félicité les participants ainsi que le président de la Chambre de commerce et le vice-président, donc M. Youssouf Moussa Dawali. Ce dernier, comme le vice-président de la Chambre de commerce, a remercié le président de la Chambre de commerce ainsi que le vice-président André Massida se sont félicités de l'organisation de cette formation. On l'écoute justement. De contribuer au développement des compétences professionnelles de nos travailleurs djiboutiens à travers son centre de formation. Ce dernier, depuis sa création en 1998, a toujours eu pour objectif de répondre aux besoins des entreprises en matière de formation en lançant des programmes novateurs et de qualité et en nouant des partenariats internationaux. Et pour sa part, le président de la Chambre du commerce, M. Youssouf Moussa Dawali, s'est réjoui de la formation assurée pour les cadres du secteur privé, tout comme du public pour les statistiques et traitements de données. Je vous propose de l'écouter. Le commerce a vocation à continuer pour qu'elle puisse apporter les formations essentielles dans l'avenir pour principalement le secteur privé, mais du fait qu'il y a aussi un partenariat public-privé aussi pour le public, pour qu'il puisse acquérir le maximum de formations que la Chambre de commerce et ses cadres puissent offrir dans l'avenir. Je remercie l'expert d'être parmi nous. Je ne manquerai pas de vous féliciter, de vous renouveler la confiance qui s'impose. Nous sommes disposés à apprendre et à faire apprendre à nos cadres pour qu'ils puissent acquérir des connaissances importantes et surtout permettre à d'autres de transmettre cette connaissance. Voilà donc pour les propos du président de la Chambre de commerce. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Pardonnez-moi, au Mali pour commencer. Faisal Ahmed est avec nous sur ce plateau. Bonjour Hussein. Bonjour donc. Et au Mali, ce dimanche est un jour de vote, ça là. Oui, donc effectivement, près de 8,5 millions de Maliens donc, sont appelés aux urnes pour départager les candidats. Le 23 000 donc, bureaux de vote répartis dans l'ensemble du pays doivent donc être ouverts à 8 h donc, du matin et ferment donc, à 18 h. Une femme et 23 hommes sont lycés pour ces premiers tours de la présidentielle au Mali avant de connaître les candidats qui viriront en tête d'ici ce soir. Le premier point qui sera donc scruté attentivement, c'est la mobilisation. Et donc c'était les votes et sous haute surveillance avec plus de 30 000 hommes déployés sur l'ensemble du territoire afin de sécuriser les bureaux. Donc cette question sécuritaire Asma est le défi majeur de cette journée tant la menace djihadiste qui pèse sur le pays est forte. Asma. Et le Japon à l'étranger toujours, le Japon qui a subi l'assaut d'un typhon après des inondations meurtrières. Oui, effectivement, donc Asma, les typhons Jangdari a frappé le Japon dans la nuit de samedi à dimanche avec des vents allant jusqu'à 180 km/h donc dans plusieurs régions du pays. Donc l'évacuation des populations est organisée. Les typhons Jangdari accompagnés des vents allant jusqu'à 180 km/h jusqu'à présent cantonné au large donc et a touché le territoire japonais à ici dans le préfecture de Mie. Les typhons qui avaient déjà causé des pluies torrentielles sur l'est du Japon s'est dirigé vers l'ouest tant en maintenant sa puissance selon l'agence météorologique japonaise. Selon l'agence de presse Kyodo, un homme a été porté disparu dans la préfecture de Kanagawa près de Tokyo après que plusieurs véhicules dont une ambulance se sont retrouvés bloqués sur une route au bord de mer bâtie par le VAC. Et icône de la cause palestinienne, Ahmed Tamimi est sorti de prison. Effectivement, Asma Ahad Tamimi, une adolescente devenue icône de la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne après avoir giflé 2 soldats israéliens, a été libérée aujourd'hui des prisons au terme de 8 mois de détention. La jeune fille de 17 ans et sa mère également incarcérées à la suite de l'incident ont été transférées depuis la prison de Jaran en Israël
Israël jusqu'à la Cisjordanie occupée où elle résidait. Elles ont été conduites par des soldats israéliens jusqu'à leur village de Nabi Saleh, aux larmes. L'adolescente a embrassé les membres de sa famille venus l'accueillir face à un mur de caméras de kiffiers, châle blanc et noir, symbole de la résistance palestinienne sur les épaules. Arrêté Tamimi a brièvement invité le média à suivre la conférence de presse qu'elle donnera plus tard dans la journée. Pour le défenseur des droits de l'homme, l'affaire Tamimi a permis de mettre en lumière le pratique des tribunaux militaires israéliens et leur taux de condamnation très élevé, 99% de Palestiniens. La Cisjordanie étant un territoire occupé militairement par Israël, le Palestinien y réside sans juger devant des tribunaux de l'armée. Et pour clore l'actualité, Hussein, nous nous emmenons en Californie où des incendies s'étendent et ont déjà fait 6 mois. Effectivement, Asma, les incendies gagnent rapidement de terrain en Californie, où un état d'urgence partiel a été déclaré et où des milliers de personnes ont dû être évacuées. 6 personnes ont trouvé la mort et 17 sont toujours portées disparues. Au nord de Californie, l'incendie est baptisé car au nord de la ville de Redding a causé la mort de 2 pompiers. Jeudi a consumé 32 700 hectares depuis lundi, a détruit 500 bâtiments et a endommagé 75 autres, indiqués les services des pompiers. Un homme de 32 ans a été arrêté peu après le départ de ces faits. Il est soupçonné d'être à l'origine de 9 incendies dans le sud-ouest du comté des Riverside et a été inculpé de 15 chefs d'accusation d'incendie criminel pour lesquels il a plaidé non coupable. Merci Hussein Ahmed pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22 h pour un nouveau journal.